1930, on a eu beaucoup d'insurrections, beaucoup de soulèvements, beaucoup de protestations, beaucoup de déportations. Et à chaque fois, ils étouvaient ça dans un bain de sang et puis ça recommençait. On a eu les 45 000 morts à Guelma, Karata, Sétif et Skikda et tous les alentours. Et puis c'était le 8 mai 45 qui a enfanté le 1er novembre 54. Nous avons déversé dans l'insurrection et dans la guerre d'Algérie, celle de 54. C'était l'issue fatale. Je suis issue d'une famille révolutionnaire, effectivement. Très jeune, papa nous a mis en garde contre le colonialisme. C'est bien simple. Vous êtes dans un pays conquis par le colonialisme. Vous n'êtes pas libre encore. C'est vrai, il y avait un certain mépris, un isolement. Nous étions toujours traités d'arabes, de bougnoul, de bonariens. J'ai subi des humiliations étant jeune. Et c'est là où je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était difficile d'être algérien à l'époque coloniale. Il y avait une ségrégation telle que... Un enfant, c'est dur d'accepter la justice. Je crois que c'est plus dur que... Enfin, étant jeune, moi je l'ai reçu comme cela. Enfin, ma soeur aussi. Hein. Quand on répétait ça le soir à papa et à maman, ils nous demandaient de... qu'ils ne voulaient rien savoir, qu'il fallait travailler, très bien travailler, et qu'il ne fallait pas que nous travaillions moins bien que les fils de colons. Jeannette allait garder ses vaches, elle était bien plus jolie, elle portait un chapeau de paille. À cette époque-là, ils avaient construit une école pour les Algériens, une école pour les Français. Et moi, avec trois autres Algériennes, ils nous ont choisis pour rester avec les Français. Les meilleurs élèves, Zama. Et puis je suis allée avec eux. J'ai étudié pendant 2 années, puis j'ai quitté l'école. Et c'est à cause de la pauvreté. J'avais pas de quoi me mettre, j'avais pas les manteaux d'hiver, les tenues, tout ça. Et j'avais honte, avec une petite robe d'été, des fois une petite jupe de rien du tout, les chaussures en bois. J'ai pas accepté ça. Je dis, il vaut mieux que je retourne plus à l'école au Khlas.
j'ai préféré rester à la maison de ma tête, hein, de toute seule. J'ai dit, ça suffit. C'est ici que je suis née. C'est l'immeuble d'ailleurs. On habitait au premier. Dans la terrasse, il y a une belle vue à la terrasse. Très belle vue, à le port, et la Casbah, les terrasses. Et tout. Pendant la Révolution, la Casbah était le fief des Moudjahidines, qu'on appelait les hors-la-loi à l'époque. Ils sautaient d'une terrasse à l'autre, regardez comme c'est lié, en haut, d'une terrasse à l'autre. C'est comme ça qu'ils les attrapaient pas. J'ai jamais aimé l'impérialisme et le colonialisme. Parce que les Algériens ont beaucoup souffert de ça. Et je voulais être libre de mon pays. Dès que la révolution a commencé, j'ai voulu lutter. J'étais très jeune, à partir de l'âge de 17 ans à peu près, j'ai commencé à bouillir. Quand la guerre a déclenché en 1954, j'ai commencé à chercher des contacts. Je disais à mes frères, ils étaient dans le mouvement, mais ils ne le disaient pas. Mais je me suis aperçue que le jeune, chouïa yuzrd bzaf. C'est à lui que j'ai dit, parce que les autres, ils disent, toi, tu es une femme, ne bouge pas, tu es à la maison. S'il y a la guerre à faire, c'est les hommes, c'est pas toi. Bon, il y avait ma mère, mes deux sœurs, mon père, j'avais pas de père, mais... bon, je crois que j'ai fait un transfert sur les paysans. C'est pour ça que les paysans qui travaillaient sur la ferme. Je crois vraiment comprendre que toute ma vie dépend de ces années passées à la campagne avec les paysans et ma mère qui était très humaine et très sensible à tout ce qui était le côté social. يا شيخ عبد الله خلي يصوروا اسمع نقول لك صحه هنا عليكم عيد نخدم عندهم هنايا هاي وين درتي الحبه دواتني هاك ماشي محل هذا اروح لنا ماشي محل هذه جاك وش راك؟ ايوه هذه ما تعرفنيش يا حياه هذه كانت في الجبل ذاك الوقت انا كنت هنايا كانت في الجبل كنت وماكي lui il était صح واش نحكي لك هي بكري نسمع شغلة عربية وكان عندها هنا ثاني الاسطورة في بيرتوتا في نهار الجمعة لله في سبيل الله. En tant qu'Européenne, je n'étais pas fière parce que je me rendais compte des injustices, des inégalités, des trucs épouvantables et du racisme. Quand en mai 1945, il y a eu 50 000 Algériens massacrés parce que ils voulaient exactement ce que toute l'Europe avait fait, c'est-à-dire leur liberté, par rapport au nazisme, et ben ma mère j'ai ressenti chez ma mère un bouleversement incroyable, vraiment. C'est pour ça que c'est avec mes tripes quoi que j'ai participé à la guerre de libération, parce que c'était pour pas seulement une justice sociale, mais aussi une liberté, une dignité. J'avais un look assez, disons, qui pouvait passer un petit peu.
qui pouvaient passer assez européanisés. Donc je passais un peu facilement. Et j'avais un béguin militaire. Et je l'utilisais. Oui, il voulait que je se marie. Je dis non, pas encore, tant que tu n'as pas fait tes preuves. Tant que j'étais dure. Et quand j'étais coincée, je l'utilisais avec sa tenue et on pouvait y passer facilement avec beaucoup de choses. Mes tâches après, c'était le renseignement, soit que je transportais les médicaments, soit le renseignement surtout, soit pour aller au renseignement, pour aller détecter certains indices, pour savoir comment certains militaires allaient agir ou comment ou probablement comment ils allaient investir tel et tel endroit. C'est ça le travail qui était assez scabreux quand même, mais qu'il fallait le faire. Il y a eu l'arrestation des trois premières infirmières algériennes. Alors quand j'ai vu ça sur le journal, j'ai dit ah non, faut pas que je reste à la maison, il faut que je lutte moi aussi. C'était l'agent de liaison, je faisais je distribuais des tracts, je faisais la quête. Bon, ben, doucement, doucement, c'est le transport d'armes. Après, dans le réseau de mon frère, c'était un peu plus sévère. On gardait les armes chez nous, on les graissait, et puis chaque fois qu'il y a quelque chose, on les distribuait, tout ça. Et en même temps, les frères qui venaient chez nous. Il y avait des frères qui racontaient. Moi, je ne voulais pas entendre. Je leur disais, ne me racontez pas, on ne sait jamais si on m'arrête. Je vais tout déballer. Parce que, si on parle de quelqu'un, c'est pour qu'il passe aux tortures. Hein. Hourida Meddad, morte ici sous la torture. La pauvre, elle est morte le même jour de son arrestation. C'est ça. C'était. Là, il y avait un grand bureau. Et puis on voyait à peine là-bas, mais on voyait quand même. Parce qu'il y avait un frère qui était en train de se faire torturer. Je crois qu'il est mort. Parce que le tortionnaire lui a dit, il faisait fort la gégène, et puis il dit, encore il se moque de moi, il s'est mis à rire. Il y avait un autre qui lui disait, moi j'étais de ce côté-là. Mais tu vois pas qu'il est mort, il n'était pas en train de rire, il est mort. Et puis moi, ils se sont mis à me battre. J'avais les fils à la gégène un peu partout. Sur les pieds, sur les oreilles, sur les petits doigts. Puis il y a un capitaine français, c'est lui qui m'a torturée la première fois, c'est ma deuxième arrestation qu'on m'a emmenée ici. C'est lui qui m'a sauvée. J'ai sauté avec le courant plusieurs fois, puis il m'a reconnu, il leur a dit arrêtez. Arrêtez parce qu'elle a été déjà torturée à mort. Je peux même dire la date à peu près, à quelques jours à peu près. Il était torturé à l'âge, bon, les coups partout. Hein. Ils m'ont fait tomber dans les escaliers en me remettant à la salle là où j'étais. J'ai un affaissement de l'épaule depuis. Je l'ai gardé toujours.
On poussait dans les escaliers. Mais on était jeunes, on tombait, on se relevait, et ainsi de suite. Mais ici, c'est à la Gégène qui m'ont torturée. Par contre, à l'Indépendance, c'est à la baignoire. Les coups, tout ça, et à la baignoire. Ils attachent comme ça. Moi, j'étais souple, j'étais fine. Comme ça, ils rentrent un bâton par là. Puis, deux, ils soulèvent et ils te mettent dans l'eau. Jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. Au réveil, il y avait des médecins militaires qui me faisaient des piqûres un peu partout. Puis il y avait une sœur qui s'appelait Ftoma Talbi, qui a été arrêtée chez moi déjà. Alors elle me disait, Fatma, tu as vu Abdelkader? J'ai dit, il n'est pas revenu. Ils l'ont pris, il n'est pas revenu. Ils ont dû lui changer de truc. Il me dit, non. Je dis, le voilà. Je dis, où il est? Je regarde, mais tu es folle. C'est pas lui. Il avait le visage déformé, carrément déformé. C'était plus lui. Il ne pouvait plus marcher, il avait du sang partout. Et ce n'était pas le seul. Elle me dit, tu vois pas qu'il les monte normaux et puis qu'il les redescende comme ça? Mon frère était là. Il a été arrêté une semaine après moi. Il ne m'a pas reconnu. Il était comme un chiffon. Il avait 18 ans. Je lui faisais ça. C'est interdit, il ne faut pas qu'on parle entre nous. Alors il a regardé comme ça. Il m'a dit, non, n'aie pas peur. Il m'a dit, je m'en fous. Comme ça, il m'a fait des épreuves. Il ne faut pas avoir peur, je m'en fous. Je dis, regarde les tortures. Il m'a dit, on meurt une fois, puis c'est fini. À un moment donné, c'est toute la famille qui était en prison. Et le restant, il n'y avait que les enfants, les petits-enfants. Ourdia, Huriya, Khalouj et Farouk, les gens, les petits jeunes. Tant et si bien c'était dur. Très dur parce qu'ils s'étaient livrés à eux-mêmes. Et parfois, ils ne mangeaient pas. Ça, c'est Malika avec mon petit frère Farouk. C'est elle qui a été arrêtée juste 3-4 mois avant moi. Elle a été arrêtée, elle avait la petite mascotte, elle était bombiste, au même titre que les filles qui ont été arrêtées. Ma sœur est là. Elle a encore ses cheveux mouillés, humides. Elle sortait de la baignoire. Elle aussi, elle a été torturée, atrocement torturée. Et elle a subi l'innommable, probablement. J'ai peur qu'elle parte avec un gros secret. Un secret qu'elle ne peut pas dévoiler, qu'elle ne dévoilera pas pour le moment. J'ai compris un petit peu, mais on n'en parle pas. On se regarde, mais on n'en parle pas. On se doute un peu, c'est tout. Vers le 10 ou 12 août 1957, lorsque j'ai été recherchée, et j'étais en clandestinité, bien entendu, et recherchée à la fois. J'étais dans une cache à El Bigar, et on est venu me chercher vers les coups de 4h, 5h du matin, dans une camionnette bâchée. Il y avait plein de cajous de légumes, et on m'avait enfourné là-dedans pour me faire fuir de la zone autonome d'Alger vers le Maquis. N'accède au Maquis que les militants, les moudjahidines recherchés par la police coloniale. C'est là où nous pouvons monter pour continuer notre combat, notre engagement. Hamid, c'est lui qui nous transporte. La logistique, c'est lui. Avec les armes, bagages, nourriture. On ne pouvait pas avancer s'il n'y avait pas une logistique qui nous soutenait.
مسا غردد نجوم إن شاء الله ما يردو عساس أهدر أرنوم الجزائر هرسيد نحيي. واش راكي؟ واش راكي؟ مليحة عايشة بليدي. شاكي 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 مليحة؟ نقولوا بخير الحمد لله. Ça c'est l'hôtel des Moudjahidines. Ouais, c'est l'hôtel des Moudjahidines. Oui, oui. Absolument, tout à fait. Ils nous ont hébergés. Et la logistique était primordiale, était très bien. Ils nous ont surveillés, ils ont tremblé pour nous, ils ont pleuré pour nous, ils ont résisté autant que tous les autres. Hein. يا والويزة جابوا لها النوار. يا الويزة يحبوك الدراري قاعدين ماشي غير تجيب لنا كاميرا بالجي ارواحي مرة كل ما يسقسونا يقولوا لنا هذيك نقول لهم مجاهدة وكانت عندنا يليق بهم الحال. عيش. وكانت هي كانت تداوي هذاك سعيد باكل اللي هرب من مقهوة الحمام. كانت تداويه في النهار في وسط النساء هكذا يجوا العسكر ما يعرفوهاش، وفي الليل ضرب تينيت كومبا وترفد مات. هذيك ترفدها في الليل والتينيت كومبا ومع الرباعه. والله راه معانا يا عبد القادر وكور جات بزاف المساغر، ولا كل واحد يقول لك كيف مرة تخدم وانا ما نخدمش. يعني كانت ولات شغل شحانه بين ايه شباب كانوا ذاك الوقت شباب كي نشوفوه نقولوا كيفاش هذه امراه وجات من الجزائر لهنا وراهي تخدم وحنا راقدين، حنا ثاني لازم نخدموا. On a subi un entraînement militaire. C'est le militaire. Ce sont les ordres. C'était tu marches, tu crèves. C'était pas les jupes, les robes. Non. Tu avais très peu à manger. Tu avais une tenue, 2 tenues au maximum. Il fallait respecter les ordres à la lettre. الحمد لله اللي سقلينا والحمد لله. صاحبه شاهد معاه في زوج الله يرحم الشهداء. واليوم الحمد لله رحنا الحمد لله. انت ما بيعتينا واحنا ما بيعناك والحمد لله على العرض الزين. الحمد لله اللي سقلينا حرين. الحمد لله اللي سقلينا حرين. واش توفي الخير ونبيعكم. شكرا على الشيء اللي عملتوه كل. والحمد لله اللي خدمنا في سبيله وخدمنا على بلادنا وسقلينا بلادنا والحمد لله. الحريه زينه. انا هكذا نهضر. انا اليوم مش راني طالبه، ماني طالبه الحوش ناكل، طالبه يكون يهديهم ربي يحموني شويه في صحتي، شويه دراهم في صحتي. هذا ما كان. أما الماكله من عند الله والرزق من عند الله، ماشي الماكله ربي قالوا كما يقولوا الناس بكري غاب النفاق وقد الرزاق. ربي هو الرزاق ماشي العبد. الحمد لله الحمد لله. هذا ما استغفر الله. ردوا بالكم ماشي باسكو على خاطر احنا مشاهدين لا اللوجيستيك نتوما لو كان ما كاش نتوما اللي كبرتوا بنا اللي خبيتونا اللي تعرضتوا قلبكم بالخباط علينا. انتوما تحرسوا، انتوما توكلونا، انتوما تشربونا، انتوما تنقيونا، انتوما تحرسوا علينا. كيفاه الطوره ما كاش تلحق الاول 62 سي با فغي. لو كان ما كاش نتوما كنا ما نلحقوش. ما عندهمش الحد قاع في الدنيا، بصح ما طلبتش. كان نحسب لك المجاهدين اللي دخلوا لداري. هي مسكينه الداخل عندها اللي يحفف حاشاكم اللي يغسل اللي بلا مزيه في حجر الحريه، في حجر الحريه. وحنا برا نعسوا، انا اللي وكلتهم في داري. سمعتي كانوا يجوني العشيه كانوا نعجن 22 خبزه ونطيبها بالسكتيه ونحطها بالسكتيه ونوكلها لهم باه يتعشاو. نحن كما كنا كما رانا. نا يا فراري نفس الله
أرتيفرين جمعنا من كل تمور تحوصت نكيا عقلين كسنية عريان كسمورت ميقارن مغنون شرقني تيقون دياري وقيني غير تزموت كسنيت من غانا رقازي وقيني غورس بالجامع بحثنية إنا يونو أوروميا إنا تصربي ضربي الملايك يطفيت ياخذنا سكان تروح حق الهوا مي دغري تموت سواغن تيقشيشين سواغن تيمغارين زلنتنت شان تيقطعنا صرغن تمورتنا وثنا سلنتيريا وثنا سيفريان غزني طرانشيين يجي وحلن ذقيض التدراين خمن الريفيج خمن تاريخ إني سيوا سميت بذا القران 7 سنين نكوني ذا المحنا غور نكسي صباضا ثرو مي ثرو القران هي ونور الرنت يونور يخدم هذا تصير ذي وعراف انا تصير ذي كرد يخلقن الجنسي لا ذا ايوا بابا ربا واسن السيريده واسن بالزرع وريتاوين ظلال يوزو ويتاوين تخدم تنسن القيمه غير يوريو وكان اسم صريفه يمين كوني والناس ذا يتمثل ويثروا ويسكن بريديوا نكوني غريفه الصنغار تمثل مي رغان ما يريد نروح ندور تيغويس لا ينسى هذه القيمه أول تقول الجيرة يرومين مشاكيث أطاشي قموث ندكشن نكون يا غاك نداريك اللي وير بحنا نوثن يا كثن في تمورت النغاش أتحرن أتسوين نكون نكثر شي دنر أطاشي نوثن يموت نكون نموت اللي ويقي منا يخدم ورقص خدمة مطوط إن أنت تكمل الخدمة قل عزيز سعي بابا ضمغار يندمو حال تفرر القرك ولي ونقول خميس قول انت ساخن زوينتي فاسن سنتي مرة سيردي فاسني كون واش السعيد الفايدة يما راه تعرك ضكن تويتي كيك توكسل يمي غير زوينتي يفسن سنت في طربوت كوني فاسن سنتي يرقزن تشن الخالة تروح انت كن لا انت الخالة رضا انت ما يمكتي كي دبابك يمكتي كي دويني كيف كالحال خذ من سنترك واغض مثل نكوني غا كامل نكوني يو بندايا سبندر نقي والو اكي قيث روح أنا كنت صغيرة كان قال لي صافي يدي لحقني لحقيو والو كلام محدودة أكرامي سلة زير أكرامي سلة زير على منا غنى السولي فطاسو يا ورث نصري مدى النوبة نغف الزيد كرامي سلة زير على منا غنى السولي فطاسو يا ورث نصري مدى النوبة نغف الزيد ثورة ولا شاكو خرو أنا الرز ولا نكنو أكرم مثل الزيار على من غطاس ويا على من غطاس ويا هذا النوبة نغث الزيد. Je me souviens une seule chose, c'est quand cette nuit-là, je vois, je ne sais pas dans quel sentier là, un éclaireur venir avec une lampe torche m'actionnant le rouge. Et nous sommes rentrés là, c'était une casemate là. Bon, nous sommes rentrés avec nos armes. On avait une espèce de tuyau pour respirer. Puis à un moment donné, une rafale. Il a sorti, il commençait à piocher dans un endroit. La première rafale, c'était sur moi, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi le moment où ils m'ont raflé. J'ai senti un vrombissement, un crépitement, un séisme en moi-même. Puis je suis tombée. Il y en a un, il a dit
Je suppose, je crois que c'est Louisette Delbiard, la Louisette Delbiard, la blonde incendiaire Delbiard, qui m'appelait à l'époque. Maman et Wardia étaient au centre de torture de la rue de la Lyre, qui était Khaout el-Hammam. On appelait ça Khaout el-Hammam, la maison du bain mort. Voilà. Ils les ont sortis, sachant que c'était maman et ma sœur, sans rien dire ni à ma sœur ni à ma mère. Ils les sont descendus et puis ils les ont remontés pour voir si maman me reconnaissait ou ma sœur. Qui maman? Bien sûr que pas. Elle ne m'a pas reconnue, maman. Bon, elle m'a reconnue, mais elle ne veut pas. Parce que c'était les consignes claires, nettes, il ne faut pas reconnaître pour essayer de stopper. Quant à ma sœur, elle avait 14 ans. Ils lui ont rien dit. Elle sort de la Khaout el-Hammam, du centre de torture. Et quand elle m'a vue, bien sûr, on dit sauvez Louisette, s'il vous plaît, sauvez Louisette. C'est elle qui m'a reconnue. C'est tout. Voilà, après, on m'a transféré à l'hôpital. On a essayé de me soigner un peu. Après, ils ont décidé de me transférer à la 10e DP. Transférer à la 10e DP, c'est là où mon calvaire a continué. Et la 10e DP, c'est la division parachutiste du siège du général Massu. C'était à côté, son siège central était à quelques mètres, et puis nous étions dans des baraquements à côté, l'autre côté de la rue, c'est-à-dire il faut traverser seulement la rue. Après, disons, 2 mois et demi, c'est-à-dire depuis le 2 octobre jusqu'au 15 décembre, ça a été l'enfer. L'enfer, j'ai subi des tortures musclées, un interrogatoire des plus infâmes, des plus odieux. J'ai subi l'innommable. Jusqu'au jour où, le matin, je vois des parachutistes arriver avec des brancards, me nettoyant. Ils m'ont nettoyé parce que j'avais tout, je faisais tout sur moi. Je ne cache pas, je ne sentais pas. Je dégageais même des odeurs nauséabondes. Et puis, ils m'avaient nettoyé, puis ils m'ont mis sur le brancard. Je me suis dit, bon, de toute façon, ils ont toute liberté, toute latitude d'exécuter ou de faire ce qu'ils veulent de nous. Le soir, la nuit ou le matin, vous savez. Donc, je croyais qu'ils allaient m'exécuter. Je n'étais pas inquiète. Mais je dis pourquoi? Enfin, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi m'avoir nettoyé puisque je devais partir? Eh bien non, voyez-vous. Il m'a dit, ordre du commandant Richaud, soigner. Le commandant Richaud, c'était un médecin militaire de la 10e DP. C'est lui qui a dévoilé comment j'ai été torturée, comment j'ai été affreusement torturée. Et c'est lui qui m'a demandé, que puis-je pour vous, mon petit? Et c'est lui qui m'a sorti des griffes de mes tortionnaires. C'est lui qui a été horrifié quand il a vu comment j'étais une longue humaine. C'est le QG de l'administration militaire ici. Là, c'était pour une certaine gente d'officiers. Vous voyez, c'est la Villa Susini. C'est une villa de triste renom. Personne ne se doutait que la Villa Susini allait être un centre odieux, un centre de torture, un centre de disparus. C'était odieux.
des parachutistes organisaient des rafles, ils les descendaient là-bas en bas, au sous-sol, et ils y avaient droit à des interrogatoires très musclés. Musclés dans la mesure où il y a eu la gégène, il y a eu la baignoire. Et puis aujourd'hui, je peux en parler, puisque j'en ai parlé il y a déjà. Il y a eu des femmes qui ont été déshonorées. D'ailleurs, Henri Pouillot en parle d'une façon, c'est un repenti, tortionnaire repenti qui témoigne d'une façon assez cruelle, assez bouleversante, comment il déshonorait les femmes ici. Le sous-sol, pourquoi c'était bien, justement, les sous-sols? Parce qu'on ne pouvait pas, avec les cris des torturés, on ne pouvait pas entendre l'autre côté. Donc c'était, pour ainsi dire, une espèce d'outre-tombe. Ben, c'est ici où on déversait des centaines d'Algériens suspectés de terrorisme, soi-disant, alors qu'ils n'étaient que des résistants. Ils pouvaient hurler, personne ne les entendait. Ils avaient toute l'attitude d'hurler, personne. Alors qu'en haut, ils mangeaient, buvaient, dansaient, musique. Ils organisaient des soirées. Là-bas, c'est la vie, ici, c'est la mort. Là, c'était la baignoire, on faisait en sorte à venir les noyer ou les étouffer dans de l'eau parfois les sales, bien sûr, où il y a plein de... elle n'est jamais propre, là, soit ils urinaient, soit ils faisaient leurs besoins, parce qu'on n'y avait même pas droit à de l'eau propre. On urinait. Une autre cellule. En entrant, il y a 2 ans de cela, il y a une bonne dame de 80 ans, là, on l'a sortie à l'entrée de la Villa Susini, qui ne cessait d'appeler son fils disparu, arrêté et puis transféré ici. Il n'a plus réapparu. Elle disait « Ouledi Rabah, ana mamak, jaoubni, arani mamak », ça veut dire « Rabah, je suis ta mère, réponds-moi, où es-tu » Dans son imaginaire, il est toujours ici. Alors tous les matins, elle passe, elle l'appelle, croyant qu'un jour, son fils Rabah va lui répondre.
Elle est belle, la nature. Il y a des oiseaux qui chantent. Ah, c'est beau, c'est innocent tout ça. Là, c'est un puits qu'on n'a jamais essayé de déterrer, parce qu'il y a... Enfin, ou alors de le... Une sorte de pluie. On sait qu'il y a des... C'est une fosse commune. Voilà. Alors, on torturait là. Voilà. On torturait là. À mort, bien sûr. Il faut qu'il rende l'âme. Et pas une mort naturelle, hélas. Et on jetait là. Pour la disparition totale et à jamais. Dans mon imaginaire, ils sont en train d'hurler et de nous appeler. Afin que nous puissions leur faire un petit coucou et leur dire que l'Algérie est indépendante. Probablement que... Je pense surtout à la maman de Rabah qui l'appelle encore. Probablement, il l'entend. Je me dédouble. Quand c'est les tortures, je me suis dédoublée. J'ai gardé une petite flamme. Je gardais précieusement une petite flamme. D'espoir. Ah non, non, c'était une flamme. Mais je sais pas, voilà, j'avais fabulé là-dessus. Il y avait une petite flamme. Il fallait pas qu'elle s'éteigne. Je n'avais peur que de ça. Mais c'est drôle, hein? Alors bon, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Il y avait ça. Il fallait que je fasse attention, j'étais dédoublée. J'étais dédoublée. Je pensais à rien d'autre. C'est peinarde, tranquille. On met du temps avant de s'étouffer, j'en reviens pas, moi. Hein. Tu plonges la tête dans l'eau, tu t'étouffes pas tout de suite. Hein. Et c'est là que je me dis, si j'étais un peu faiblarde du cœur, je m'évanouis, au moins il s'arrête. Parce que même si tu fais semblant d'être évanoui, mais tu ne peux pas parce que ton corps, il est tout... Il gigote involontairement, hein. Tu t'étouffes, alors ton corps gigote. Mais quand ils mettent l'électricité avec, je te dis, il y avait un gros qui était assis sur moi. Ce gros, je l'ai fait tomber. J'ai tellement sursauté. J'ai tellement sursauté que le gars, il est tombé. Moi, j'étais très contente de ça. J'en ai pas parlé de ce jeune-là qui faisait le travail de folk. Avec lui, oui, je plaisantais. Et je pouvais plaisanter. Non, folk, je n'aurais pas plaisanté. Mais avec lui, je pouvais plaisanter. J'avais dit qu'il était beau, mais il était méchant. Et il avait rougi. Oh. Et pourtant, j'étais gonflée comme ça. Hein. Je devais être moche. C'est pas qu'il a dû être troublé par ma beauté, puisque j'étais gonflée comme ça. J'ai dit, bon, c'est pas tout à fait un robot. Il a quelque chose d'humain. Et bien, c'est déjà pas mal. Alors, ils t'ont relâché après toutes ces tortures, non? Non, c'est là que j'ai été... Ah, pour de bon. Ouais, arrêtée. C'est la Barberousse. Oui. Je me rappelle de toutes les filles, j'étais soulagée d'être en prison. Hein. C'était la joie. Hein. Ah ouais. C'est ce que j'étais contente d'être en prison. Ouais. Ça c'est vrai. Hein. Oh là là, débarrassée de... Moi j'ai dit, oh, alhamdoulilah. Ouais, je suis avec toutes mes sœurs. Ouais. Plus de torture au moins, plus rien. Ouais. Non, c'est vrai.
Eliette, tu te souviens? Qu'est-ce que c'est ça? Eliette, ما تقولي لهاش. خلينا. Ça, c'est l'emplacement. Le colonialisme, les guillotiniers, les frères. 4 heures du matin. 4 heures du matin, quand ils arrivaient ici avec la guillotine, on les entendait parce que le quartier femme était juste en dessous. Pour l'encourager, nous chantions des hymnes. Les hymnes nationaux. Tu as vu, tout a changé. Voilà, tout a changé, tu te souviens là. Les douches, Eliette. C'était en bas de l'escalier. Voilà les escaliers que... Mais la cour était au fond. Oui. La cour était au fond. C'est bien en haut le quartier homme, parce que je me souviens, ils nous envoyaient des morceaux, enfin des bifetons, comme on disait, des petits mots qui jetaient là-bas. Et quand on voulait déclencher une grève quelconque qu'on savait ou qu'ils savaient avant nous, ils nous tenaient au courant au fur et à mesure pour que notre action soit similaire. Et dans ce petit, il y avait qui? Dans le dortoir 4. Ginès et la cascade. Elles étaient dans les... Lucie Koskas. Oui, pardon. Nous, on était là. Et c'est de là qu'on nous a transférés à Maison Carrée. Au dortoir ici, c'était le matin quand elle se levait, et les abdominaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En face de moi, j'étais un peu gênée parce que moi, avec mes plâtres, je ne pouvais pas faire comme elle. Et alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et sans arrêt, elle faisait beaucoup de gymnastique. Moi, j'avais un peu le ventre ballonné par le pain qu'on nous donnait. Le pain. C'était des boules. C'était des boules moisies, parfois. Alors, moi, je ne voulais pas manger le pain. Eliette, pour que je le mange, elle mange la mie, puis elle me laisse toute la croûte. Tu te souviens de ça, Eliette? On a partagé une banane en 40 morceaux. Ah oui, ça, je me souviens. C'est pour goûter. Oui, parce qu'il y avait une banane et puis il y avait 40 personnes, et bien, 40 petits bouts de banane pour tout le monde. On était solidaires, on était bien. On était toutes prisonnières pour la même cause, donc c'était bien. C'était la solidarité totale. Hein. Les cours d'arabe, tu te rappelles? Oui. Ah oui, elle était pleine d'énergie, surtout pour la marche, les 100 pas. Parce que la cour était petite, elle faisait les 100 pas, aller-retour, sans arrêt. Non, mais tu te rappelles pas des cours d'arabe? Oui. Ah, d'accord. Notre seul problème, c'était les exécutions, surtout. Ah bon, alors là, moi, je suis plus là. Non, c'était la seule chose qui nous tracassait. Ça y est, faut pas se rappeler. Louisa. Oui. Tu veux voir les cellules des condamnés? Oui. Moi, je ne peux pas les voir. Ah, moi, il faut que je les vois. Moi, je peux pas. Moi, je les vois.
ne peut pas dire qu'on n'a pas torturé, qu'on n'a pas tué, qu'on n'a pas enterré des gens vivants, c'est la vérité. Ils ont enterré des gens vivants. Ils ont fait des crimes crapuleux. On ne peut pas cacher le soleil avec un tamis quand même. Ce qui est fait est fait. C'est vrai que dans toutes les guerres, il existe des tortures, il existe des trucs comme ça, mais il ne faut pas le cacher. C'est la vérité. Ben, déjà le pardon, c'est quelque chose quand même. Ça peut apaiser ma plaie. Je pardonne. C'est la vérité. On peut pardonner. En tant que musulman, quand on fait des bêtises, on demande pardon à Dieu. Et bon, ceux qui font des bêtises, on leur pardonne aussi quand ils demandent pardon, pourquoi pas. Là. Hein? Tu pardonnes ou tu pardonnes pas? Je pardonne. Ceux qui ont torturé ta Mano. Hein? Je sais pas. Parfois, ça me fait énerver. Et parfois, ça me fait rigoler. Ça, c'est mon testament, c'est pour mes enfants. Pour leur transmettre cet amour que j'ai. Cet amour, c'est-à-dire la sève du pays. Parce que c'est comme une lettre d'amour. Je dis, tu m'as serré si fort contre ton cœur sensible, chaleureux, généreux. Tu vois le topo. Alors, le présent, l'avenir, c'était toi. La vie, c'était respirer ta respiration et rester dans la lumière de ton regard. Voilà. On ne sait pas quels sont ces personnages. Mais pour moi, ça personnifie le peuple, les hommes, les femmes. Tu vois, cette femme, elle est attachée avec des menottes à l'arrière d'un camion et il y a un para. Alors, on ne sait même pas si elle a été traînée après par le camion, si elle a été violée, s'ils ont massacré sa famille, s'ils ont brûlé sa maison, on ne sait pas. Bon, alors pour moi, ça représente l'indépendance, tu vois. Voilà, les gosses qui regardent le pays. Alger, magnifique. Regarde la baie d'Alger, tu trouves une baie plus belle que ça? Et puis ils sont là. Alors, ils la regardent, ils l'admirent et ils la couvent. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ويا ربي وانت المعبود ويا سيدي وعلينا جود لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتشرب من كأس